Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce numéro de notre émission Droit devant, je reçois Maître Héloïse Hérault, avocat en droit social, associé au cabinet Ezeis. Héloïse, cher maître, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors nous avions prévu, Héloïse, de parler santé au travail aujourd'hui dans ce numéro et notamment de faire un point sur la dernière loi santé-travail et ses incidences. Et nous sommes rattrapés par l'actualité avec la fin du protocole sanitaire en entreprise qui s'applique depuis hier, exactement. C'était donc l'occasion de se poser la question de la situation dans laquelle les entreprises se trouvent maintenant, que ce protocole ne s'applique plus. Elisabeth Borne a annoncé la fin du protocole sanitaire. Ça signifie que toutes les mesures relatives au port du masque, la distanciation, notamment sur les lieux de restauration, tout ça, ça ne s'applique plus depuis hier. Dans quel cadre est-ce qu'on revient finalement ? Alors finalement, c'est toujours un peu le avant-après, sauf que le avant devient le Covid et le après devient maintenant. Avec, je dirais, une nuance, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle épidémie ou d'un nouveau pic, et auquel cas, les règles vont encore évoluer. Mais on est passé de ce protocole sanitaire avec des règles de distanciation sociale, des règles extrêmement strictes sur les restaurations collectives, avec l'interdiction d'avoir des sièges côte à côte, avec le port du masque, avec le télétravail obligatoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'annonce d'Elisabeth Borne, on voit qu'on en revient au statut ante, c'est-à-dire aucune règle n'est plus applicable s'agissant du Covid, à tout du moins, nous verrons sûrement lors de nos échanges, à tout du moins aucune règle légale. Donc on en revient à une situation classique d'entreprise dans laquelle les gens vont revivre normalement, sous réserve de leurs craintes et sous réserve des obligations qui vont rester finalement en empreinte dans l'entreprise, mais on en revient au code du travail classique. Les règles d'exception, par exemple, les entreprises qui avaient autorisé leurs salariés à déjeuner à leur poste de travail, ça a terminé. Alors terminé, si le salarié a envie de déjeuner à son poste de travail, pourquoi pas, mais en tout cas, il n'y a plus d'obligation d'imposer pendant la pause déjeuner un lieu spécifique aux salariés. Et donc, effectivement, on en revient vraiment à des règles d'avant, comme si, finalement, l'épidémie n'était pas passée par là, mais une fois encore, sous réserve de quelques ajustements. Alors, je lisais dans la déclaration de la ministre qu'il faudrait continuer, évidemment, dit-elle, à appliquer des règles d'hygiène comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces, l'aération des locaux. Est-ce que ça fait partie d'une obligation ? Enfin, dans quel cadre est-ce que ça va s'appliquer, en fait ? Ce sont des recommandations, simplement ? C'est ça. En fait, le terme obligation est toujours très compliqué parce que tout dépend où tu le places. L'obligation légale ou alors l'obligation de recommandation qui devient finalement une obligation avec le jeu de la responsabilité de l'employeur. Donc tout ce qui est lavage de mains, aération des locaux et distanciation un petit peu sur les mesures, sur les réunions collectives deviennent en fait des normes d'usage, de bon sens. En fait, il va falloir revenir à du bon sens. Et donc là où Elisabeth Borne vous dit c'est fini, bas les masques, on arrête le protocole sanitaire, finalement la nuance est beaucoup plus grande parce qu'on intègre dans notre vie dorénavant cet historique, ce passif qui est lié à la responsabilité de l'employeur. Oui, il va falloir l'intégrer, on va y revenir. On l'intègre d'autant que, précision importante, les référents Covid dans l'entreprise ne sont pas supprimés. Tout à fait, ils perdurent. Personne n'en parle plus, mais ils sont toujours là. Voilà, donc il va bien falloir l'intégrer, on a bien compris. Alors la ministre a également indiqué qu'un bref guide sur les mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique serait partagé avec les partenaires sociaux, qu'il aura vocation à remplacer le protocole sanitaire. Quelle force juridique pourrait avoir ce guide, selon l'avocat en droit social ? Alors, ce guide, pour l'instant, n'est pas encore sorti. Il est en cours de négociation avec les organisations syndicales. De ce que l'on sait, on sait à peu près de ce que l'on sait, il y a quand même une différence avec le protocole sanitaire. Le protocole sanitaire faisait 25 pages, Lionel. Aujourd'hui, le guide va faire 2 pages. Ah oui. Donc, on est sur des recommandations extrêmement limitées, très légères, mais voilà, le guide contient ce que tu as dit avant, c'est-à-dire on se lave les mains, on aère les locaux, etc. En termes de force obligatoire, il n'en a pas. C'est exactement comme le protocole sanitaire. Le Conseil d'État s'était d'ailleurs prononcé sur le sujet en disant il n'a pas valeur normative.
En revanche, là où il faut quand même être extrêmement prudent, c'est que le guide va servir de faisceau d'indices pour voir si, quand il y a un problème, l'employeur s'est comporté comme un bon père de famille. C'est-à-dire, est-ce que l'employeur a tout mis en œuvre pour éviter qu'il y ait une difficulté? Et ce tout mis en œuvre va être en réalité contenu dans le guide. Est-ce qu'il a suivi les étapes de recommandation du gouvernement? Donc, obligatoire, non. Fortement recommandé, oui. Oui, il faudra quand même en prendre connaissance. Autre précision donnée par la ministre, les salariés qui souhaitent continuer à porter un masque sur leur lieu de travail pourront le faire et les employeurs ne pourront pas s'y opposer. Est-ce que les entreprises doivent du coup continuer à fournir des masques à leurs salariés? Alors la question est très délicate parce que à partir du moment où ce n'est pas une obligation légale et que du coup le salarié qui prend la décision de son propre chef de porter le masque, à partir de ce moment-là, effectivement, l'employeur n'a pas à prendre en charge financièrement les masques. Si ce n'est que s'il y a un problème, on peut lui reprocher d'avoir refusé cette demande. Il faut que la demande soit faite par le salarié. S'il n'y a pas de spontanéité du salarié en disant « je veux un masque », l'employeur n'a pas à initier de sa propre volonté la prise en charge des masques. Mais si le salarié le demande et que l'employeur n'y accède pas, tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Le jour où il y a un problème, on viendra certainement reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait cet effort. Du coup, et si on se place dans le cas de l'employeur qui, pour se protéger ou pour d'autres raisons, souhaite que les collaborateurs continuent à porter le masque, il peut l'imposer? Alors, c'est une question très intéressante parce que Elisabeth Borne, dans sa déclaration, n'a mentionné que le salarié qui voudrait continuer à porter le masque. À aucun moment, elle n'a mentionné l'employeur qui voudrait contraindre les salariés à continuer à porter le masque. La difficulté, c'est que cette contrainte, on peut toujours la faire. L'employeur peut toujours dire aux salariés, nous, on a une activité spécifique, dangereuse, qui pourrait conduire, en fait, une justification à ce que je vous demande de porter le masque. Mais la sanction derrière, elle n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de normes qui puissent permettre à l'employeur, si ce n'est son obligation de sécurité, mais il n'y a pas de normes qui puissent lui permettre d'imposer le port du masque aujourd'hui, compte tenu des annonces qui sont très claires par le gouvernement. Très bien. Alors, autre question, même si le protocole disparaît, le ministère du Travail rappelle dans son guide, donc qui va remplacer le protocole, que l'employeur doit néanmoins évaluer les risques d'exposition au virus et mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer ces risques à la source. Ça nous rappelle quelque chose. Ça signifie quoi pour l'employeur ? Ça signifie que le document unique d'évaluation des risques, Lionel, revient au cœur des débats. Il l'a été pendant tout le Covid et il l'est énormément en ce moment avec ce qu'on va aborder, qui est la loi santé. Et oui, parce que je te propose d'élargir du coup la discussion à la récente loi santé-travail, récente parce que donc elle est parue début août 2021 et sauf erreur de ma part, elle doit entrer en vigueur ce 31 mars, donc dans quelques jours, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Elle entre en vigueur au 31 mars avec des décrets qui viennent de paraître, donc on est assez, je dirais, informés de ce qui nous attend. Très bien. Alors cette loi a pour ambition, je rappelle, de renforcer la prévention en matière de santé au travail, de moderniser les services de prévention et de santé au travail et de décloisonner la santé publique et la santé au travail. Quelles incidences est-ce que cette loi donc, va avoir sur les obligations de l'employeur et des entreprises en matière de santé au travail ? Ça a une incidence assez novatrice parce qu'on est sur une dimension prévention et on n'est plus sur une dimension réparation. Tout ce qui est santé au travail, on maîtrise la réparation, on maîtrise le tribunal judiciaire, on maîtrise la responsabilité pénale de l'employeur et on a en fait une réelle volonté du gouvernement de mettre en avant cette prévention et cette anticipation. On a fait un constat en 2019 sur le nombre d'accidents du travail. Il y avait 650 000 accidents du travail en France. Ça représente 3,5% des salariés. C'est énorme. Ça reste très élevé. Hein. C'est extrêmement élevé. Et je ne parle pas des maladies professionnelles, je parle juste de l'accident du travail. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que c'est bien de réparer, mais en réalité, il faut essayer d'éviter à ce que le risque intervienne. Et cette loi, elle a cette dimension de prévention. Et elle a cette dimension de prévention en faisant intervenir, en fait, beaucoup plus d'interlocuteurs dans l'anticipation, en mettant une synergie entre le CSE, qui va devoir participer à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels et à ses actualisations. On a des formations qui sont prévues pour les salariés et une médecine du travail qui, en fait, vient aussi être un interlocuteur privilégié. Ce qui va changer aussi dans cette prévention, dans la loi du travail, c'est
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, dorénavant, on a toujours un programme annuel d'évaluation des risques à mettre en œuvre, mais on va devoir détailler les ressources que l'entreprise va mettre à disposition et un calendrier très spécifique. Pour les entreprises de moins de 50, il va falloir faire une liste des actions qui vont être mises en œuvre. Et de toute façon, quelle que soit la taille de l'entreprise, le CSE va venir en renfort pour étudier ces mesures. Donc on a vraiment une volonté très affirmée du gouvernement de venir en amont de ces risques pour pouvoir les encadrer et les éviter. Oui. C'est nouveau pour les entreprises de moins de 50 salariés, ça augmente leurs obligations justement. L'intervention du CSE est vraiment nouvelle. Il y a vraiment une volonté. Alors, on est sous un gouvernement qui de toute façon privilégie le dialogue social, et donc pour ces petites entreprises-là, c'est vrai que on va avoir un formalisme un peu plus lourd que ce qu'on avait avant. Oui. Oui, je vois que la loi précise que le programme annuel de prévention issu de l'évaluation donc des risques professionnels doit désormais être complété avec l'identification des ressources de l'entreprise, un calendrier de mise en œuvre. Ouais. Donc c'est quand même assez précis. Durée de conservation du document unique, je crois que ça aussi c'est modifié. Alors c'est modifié et c'est surprenant. Ah oui. 40 ans. 40 ans, c'est 40 énorme, ans, non ? c'est énorme. Il faut conserver le document unique et toutes les actualisations qui vont s'en suivre. Toutes les versions. Là où c'est énorme et ce qui est surprenant, c'est que les interlocuteurs au sein des entreprises aujourd'hui ne restent plus 40 ans. Donc ça nécessite de faire un travail de titan pour conserver la trace, parce qu'il y a une traçabilité en fait, des mesures de prévention, la trace de ce document pendant 40 ans avec une dizaine d'interlocuteurs qui vont se suivre. Alors, est-ce que c'est pour ça peut-être que la loi aussi prévoit la dématérialisation du document unique, justement pour faire peut-être cette traçabilité, ce suivi ? Oui, sûrement. On va avoir une dématérialisation du document unique sur une plateforme spécifique qui est tenue par les organisations syndicales. C'est intéressant parce que la version papier, et le papier il est ce qu'il est aujourd'hui, mais la version papier ne suffit pas à assurer cette traçabilité. Donc cette dématérialisation va peut-être aider les entreprises à répondre à cette obligation un petit peu surprenante en termes de durée. Et ça va arriver vite, puisque je rappelle que donc, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés, ce sera au 1er juillet 2023 qu'il faudra déposer donc, son document unique de manière dématérialisée, et pour les autres entreprises, au plus tard à compter du 1er juillet 2024. Mais il peut y avoir des décrets qui peuvent arriver entre-temps. Bon, exactement. Alors la loi prévoit également des dispositions en matière de formation, et elle crée aussi un passeport de prévention. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, les formations, elles sont extrêmement intéressantes. Elles existaient avant. Initialement, en fonction de la taille de l'entreprise, vous aviez un nombre de jours de formation pour les élus. Parce que les élus sont quand même des acteurs absolument indispensables de cette prévention. Aujourd'hui, la loi est venue un peu harmoniser cette durée. Et donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, les élus vont devoir avoir 3 jours de formation sur la sécurité et la santé au travail. Et tout ce qui est commission de sécurité et de santé au travail, ils vont bénéficier de 5 jours de formation. D'accord. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les élus. Il y a aussi tous les acteurs qui vont être un petit peu le pivot et l'interlocuteur de l'employeur. Ils vont avoir des formations obligatoires également. Et c'est intéressant parce que plus on forme les gens, et plus on a des idées et du répondant dans la négociation qu'on va mettre en œuvre au sein des entreprises. Évidemment. Et le passeport prévention, alors ? Alors, le passeport prévention, c'est une nouveauté également qui est en réalité une sorte de... Alors, c'est un passeport où on va répertorier toutes les actions de formation, les actions diplômantes du salarié sur les mesures de santé et sécurité. Ça va être un passeport qui peut être intéressant. Alors, on le lit aujourd'hui. Les gens disent ce passeport va pouvoir être mis en avant dans le cadre d'un recrutement, en disant moi j'ai déjà beaucoup de formations à mon actif, et donc je suis capable d'assurer des conditions sereines de mon contrat de travail. Entrée en vigueur de ce passeport prévention... Octobre 2022, il me semble. Tout à fait. Voilà, 1er octobre 2022, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dispositions dans la loi qui sont à retenir ? Alors, il y a des dispositions qui sont extrêmement intéressantes sur les visites médicales, parce qu'on est quand même sur un processus de santé au travail. Il y a une visite médicale qui va être une visite médicale de mi-carrière pour les salariés de 45 ans.
Souvent, peut-être sur des postes à risque, on va venir voir si oui ou non ils sont en capacité de continuer le travail tel qu'ils le font, parce qu'à 45 ans, alors on n'est pas encore âgé, mais on est sur sa mi-carrière, donc voir si des inaptitudes sont envisageables. Et puis, vous avez aussi des visites médicales de longue durée, qu'on appelle des visites médicales de contact, en fait. Ça permet de faire une liaison avec le salarié quand il est en absence de longue durée, qui vont être fixées par décret, ces durées. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça a un côté suivi du salarié sur sa santé. On est plus sur sa santé, mais sa santé va sur sa sécurité derrière. Bien sûr. Mais c'est un suivi sur la santé des salariés, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et après, vous allez avoir également sur le passeport médical partagé du salarié, le dossier médical partagé, un suivi sur justement cette sécurité et santé du salarié auquel l'employeur va pouvoir avoir accès. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Dans certaines limites, j'imagine quand même, avec certaines conditions. Oui, le salarié va devoir donner son accord, même pour que le médecin du travail puisse y avoir accès. Et le refus de donner accès à ce passeport, je l'appelle passeport, mais c'est pas le passeport, à ce dossier médical partagé, ne pourra pas entraîner de sanctions pour le salarié. D'accord. Alors, je rappelle qu'il y a aussi quelques éléments sur la prévention des risques de désinsertion professionnelle dans cette loi. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce tour complet de l'actualité, avec à la fois ce sujet chaud, sujet du moment, avec la fin du protocole sanitaire qui s'applique dans les entreprises, et puis ce point complet sur la dernière loi santé et travail. Merci encore, c'était un plaisir comme toujours. Merci Lionel. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Droit Devant. À bientôt.